Merci d'être des nôtres sur l'ensemble du réseau panafricain For You Media. Le monde bouge de l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi, dans cette édition de Regard panafricain, nous allons mettre le regard sur le Sénégal avec le départ des troupes françaises jusqu'au point mort. Des discussions entre Paris et Dakar ont dû reprendre sur l'avenir des départs des troupes françaises. Un communiqué conjointement signé entre les deux États a été donc publié hier 12 décembre 2024 afin de pouvoir donner un peu plus sur cette situation. L'on sait que d'ici fin décembre 2025 ou fin 2025, les troupes françaises vont quitter le Sénégal. Toutefois, il est question de pouvoir retravailler sur une nouvelle forme de partenariat stratégique qui va donc prendre en compte toutes les priorités entre Dakar et Paris. Cela signifie certainement la forme d'une nouvelle orientation des stratégies entre la France et le Sénégal sur le plan de la défense. Également au cours de cette édition de Regard panafricain, nous allons mettre un accent sur la 38e édition, mais le 38e sommet de l'Union africaine qui se tient du côté d'Addis Abeba en Éthiopie. La question de réparation est bien sûr le thème central qui meuble ce rendez-vous, mais à côté de cela, on parle des crises qui sévissent en Afrique, du Soudan, passant par la Somalie, jusqu'en République démocratique du Congo. Et justement, l'on s'interroge ce que peut bien faire le sommet de l'Union africaine, cette 38e édition, pour arriver à résoudre la crise qui sévit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo suite à l'agression du mouvement M23 dans la partie est de la RDC. Il faut relever que de son côté, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'être complice et même instigateur du mouvement rebelle, le M23. De l'autre côté, Kagame nie toujours les faits, mais cependant, au cours d'une interview réalisée sur une chaîne de télévision extérieure, il a bien sûr souligné le fait que il ne savait pas ou il ne sait pas si les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais. Cependant, le EAC et la SEDEC se sont réunis le 8 février dernier afin de trouver des mesures qui puissent apporter des solutions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On a eu à évoquer le cessez-le-feu, mais à côté de celui-ci, l'on appelle sur la table de discussion la reprise de celle-ci entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et bien sûr le mouvement rebelle du M23. Mais il est question de savoir véritablement quel peut être le point de chute de ces différentes médiations, de ces différentes rencontres. Est-ce que l'Union africaine aura les mesures capables de pouvoir faire face et tenir à ce rendez-vous? Mesdames, Messieurs, voilà les principales thématiques de cette édition de Regard panafricain du 14 février 2025. Pour en parler, nous allons accueillir Dr Ahmed Sango, internationaliste et politologue qui nous fait l'amitié d'être avec nous et en notre compagnie. Une fois de plus, docteur, bienvenue. Bienvenue, Monsieur Florent, et bonsoir à vous. Ravigoté de m'avoir encore associé à cette émission. Je vais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour transmettre mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à toute la galaxie panafricaniste, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui prennent souvent du temps pour suivre les modestes analyses que nous faisons. Je vais saluer la technique et remercier également le top management de ce média qui fait des efforts pour que l'Afrique soit, n'est-ce pas, à l'aune de la très bonne information. Pour le reste, c'est avec un même plaisir et une même détermination que je suis encore là ce soir pour essayer d'apporter, comme d'habitude, des esquisses réponsionnelles aux différentes problématiques que vous avez choisi de mettre sur la table de l'analyse. Voilà, merci à vous, amis téléauditeurs. Merci également à vous de nous suivre sur nos différents réseaux, YouTube, Facebook et tout ce que cela comporte. Un clin d'œil donc au service digital de For You Media Africa. Docteur Sango, avant de parler de ces sujets que nous avons évoqués, il faut dire que vous aussi désormais, les projecteurs sont rivés vers vous, puisque tout récemment, le préfet du département du Vouri, dans le littoral au Cameroun, a délivré à l'association que vous conduisez un récépissé qui lui donne droit de siéger Believe in Cameroun. De quoi s'agit-il? Oui, il faut dire que Believe in Cameroun, c'est un mouvement à caractère d'ONG qui vise à sauver l'État du Cameroun. À sauver l'État du Cameroun parce que, voyez-vous, on ne forme pas seulement les associations pour détruire l'État
et les nations. Believe in Cameroun, c'est une association qui se veut, n'est-ce pas, républicaine, comme je vous ai dit, et qui est portée par plusieurs Camerounais et plusieurs Camerounaises. Je suis tout simplement le modeste serviteur qui doit orienter les objectifs et les valeurs de cette association, qui ne sont rien d'autre que la promotion, n'est-ce pas, des institutions, promouvoir l'intégrité et l'unité nationale, entre autres, mais aussi et surtout défendre la continuité de l'État. La continuité de l'État, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous traversons un contexte aussi délicat où l'État est menacé. La disparition de l'État est imminente. Nous traversons une époque où certains citoyens ont fini par totémiser le Cameroun, par présenter le Cameroun comme étant un enfer. Vous avez suivi, et comme nous, les sorties même des évêques qui en ont appelé à l'intervention du diable pour venir sauver le Cameroun. C'était comme si le Cameroun était un enfer ou alors un lieu où il ne faisait pas bon vivre. Believe in Cameroun donc intervient dans ce contexte-là, dans l'optique de montrer que c'est vrai, les choses ne passent pas toujours comme on le veut. C'est vrai, le Cameroun traverse des moments de difficultés qui sont aussi liés à la conjoncture internationale, mais ce n'est pas pour autant dire qu'on doit appeler à détruire l'État, à détruire les institutions de la République. Donc, Believe in Cameroun, comme son nom l'indique, acronyme anglais qui veut dire en français croire au Cameroun, c'est une association qui vise à susciter l'espoir, à démontrer que ce n'est pas parce que nous traversons des moments de difficulté que l'espoir n'est pas permis. Cet espoir-là doit être le fruit de tous les enfants du Cameroun qui doivent travailler pour accompagner le Cameroun à traverser ces moments de difficulté à travers ce que le chef d'État a lui-même souvent appelé la résilience, pour que à terme nous puissions vivre les moments aussi, n'est-ce pas, d'espoir. Ça intervient dans un moment aussi important parce que cette année, le Cameroun s'apprête à organiser des élections présidentielles. Exactement. Donc, il faut donc, à côté des turiféraires du chaos, à côté de ceux-là qui travaillent pour que la crise s'installe au Cameroun en 2025 lors des élections, qu'il y ait aussi des acteurs républicains qui doivent faire face, travailler ensemble avec la même détermination pour que l'État reste debout. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes des individus qui animons l'État, mais l'État est la seule chose qui reste pendant que les autres personnes passent. Donc l'institution qui est l'État doit, n'est-ce pas, survivre au-delà des ambitions, au-delà, n'est-ce pas, des objectifs des uns et des autres qui sont parfois, il faut le dire, des intérêts particuliers qui n'ont parfois rien à voir avec l'intérêt général qui est la survivance et la continuité de l'État. Donc voilà, Believe in Cameroun. Dans les jours qui suivent, nous nous apprêtons à faire une conférence, comment on appelle ça, une conférence pour annoncer notre sortie officielle et donner les références à toutes ces personnes qui aimeraient, conférence de presse, à toutes ces personnes qui aimeraient rejoindre le groupe, parce que l'objectif c'est que nous soyons nombreux pour que le Cameroun ne périsse pas entre les mains des turiféraires du mal. Voilà, je précise que il s'agit d'une association qui a caractère d'ONG, un mouvement, rien à voir avec un parti politique. Apolitique. Apolitique, en commun, qui se rapprocherait. Parce que quand on entend Défense Cameroun, on entend que le président appelle à la résilience, on va se dire que c'est pour aller donner des voix ou se focaliser. Donc, c'est pourquoi j'ai fait les efforts de mentionner. Je pense que c'est très important. C'est très important cette précision. C'est un mouvement apolitique qui n'a rien à voir avec la politique, mais qui travaille pour des valeurs républicaines, les valeurs de la justice et les valeurs, n'est-ce pas, qui ont toujours caractérisé le Cameroun et l'Afrique en général. Donc nous sommes là pour batailler pour que le Cameroun ne sombre pas dans le chaos, au même titre que certains États que nous voyons dans la sous-région aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. On doit sauvegarder les valeurs de la paix, les valeurs de justice, les valeurs de solidarité, les valeurs, n'est-ce pas, d'amour
qui vont nous permettre de vivre ensemble et de renforcer notre cosmogonie historique. Voilà donc, c'est d'entrée de jeu où nous avons accueilli Dr Sango, qui est donc leader d'une association. Avant de rentrer dans les sujets qui nous concernent, on va d'abord légèrement respirer et puis nous allons nous retrouver juste derrière. Bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent juste à ce moment. Vous êtes sur l'ensemble du réseau For You Media, le média panafricain. Et puis le programme c'est Regard panafricain, bien entendu. Nous parlons du développement du continent et puis de tout ce qui est autour. Le sujet d'accueil qui, bien sûr, fera office de notre entrée, Dr Sango, c'est du côté du Sénégal. Un communiqué conjoint entre Paris et Dakar a donné des précisions quant au départ des troupes françaises du côté du Sénégal. Il faut avouer que depuis l'annonce qui avait été faite par le pouvoir de Dakar, les discussions étaient au point mort. Mais selon, bien sûr, ce communiqué, il est question que d'ici fin 2025, les troupes françaises quittent complètement les bases qui étaient les leurs du côté du Sénégal, mais également aussi on parle de travailler à nouveau, ou bien sûr un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité qui va prendre en compte les priorités stratégiques de toutes les parties. Quel est votre regard sur cette sortie officielle sénégalaise et française? Je pense que a priori, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce que nous, on avons de cesse, n'est-ce pas, ici, à démontrer ici que les bases militaires étrangères ne s'accommodent pas avec la souveraineté, l'indépendance et la liberté des États africains. Nous avons toujours démontré que les bases militaires étrangères en Afrique étaient un élément de colonialité, un élément de domination qui ne permettait pas aux États africains de se sécuriser fondamentalement, mais des bases étrangères qui étaient là pour servir des intérêts, la France et le Sénégal qui n'avaient rien à voir avec les objectifs souvent officiels affichés, qui sont généralement la sécurisation, la pacification et la restauration des États en crise. Donc, moi, je pense que cette sortie-là, a priori, est une bonne nouvelle parce que ça montre l'intention sur le plan symbolique de rompre avec ces bases militaires qui sont au Sénégal, il faut le dire, depuis Mathusalem. J'ai envie de dire, depuis même le processus des indépendances du Sénégal, les bases militaires étrangères, bref, la présence de la France dans ce pays-là a toujours été présente. Lorsque je l'ai dit, il faut cependant relativiser et se questionner sur la méthode. J'ai envie de dire le process, la méthodologie, n'est-ce pas, de cette rupture ou alors de ce chassement de ces bases militaires étrangères du côté du Sénégal. Et vous savez que lorsque ces deux leaders jeunes sont arrivés à la tête du Sénégal, ils ont suscité des espoirs parce qu'ils ont prêché des discours, n'est-ce pas, de rupture, des discours panafricanistes, des discours qui, n'est-ce pas, donnaient l'impression que une fois à la tête du Sénégal, le Sénégal redeviendrait une nation indépendante, souveraine, au même titre que certaines nations souveraines que nous voyons aujourd'hui sur le plan international. Mais nous avons constaté, une fois nantis du pouvoir, nous avons constaté que une fois nantis du pouvoir, ces deux leaders ont beaucoup plus brillé par des discours que par des actions. Parce que on voit que les discours sur lesquels ils se sont apaisantis lorsqu'ils étaient en campagne ne sont pas jusqu'ici implémentés à la lettre. Puisque nous nous rappelons encore qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient encore des candidats, Ousmane Sonko montrait son intention de rejoindre le combat qui était porté par les États de l'AES. Et à l'époque, c'était d'abord le Mali qui avait, n'est-ce pas, d'abord pris la voie de rupture. Il disait à cette époque que s'il est président, il enverrait des soldats aux côtés du Mali pour combattre contre l'agression
française. Donc, on n'arrivait donc pas à comprendre qu'une fois donc nantis du pouvoir, des rouages du pouvoir, que ces deux leaders se mettassent à prêcher, n'est-ce pas, par des discours au lieu de poser des actions. Donc, je m'interroge sur la méthodologie. Pourquoi? Parce que on voit que le contexte dans lequel les pays africains sont sombrés aujourd'hui est un contexte qui ne voudrait pas privilégier trop la coopération et le partenariat. C'est un contexte d'urgence, c'est un contexte de lutte, c'est un contexte de rupture. Et je pense que face à cette situation, on devrait privilégier les rouages, n'est-ce pas, de la rupture maximaliste, au lieu de faire ce que j'appelle souvent la rupture minimaliste. Et nous avons des exemples aujourd'hui sur le continent africain et qui nous donnent des leçons à tirer. On voit que les États de l'AES ont privilégié la rupture maximaliste. Ils ne se sont pas assis et ont dit qu'il faut qu'ils collaborent avec l'ennemi pour mettre un terme à cette rupture. Ils se sont levés et ont décidé que les bases militaires étrangères et fondamentalement françaises sur leur territoire doivent partir. Et je pense qu'ils se sont donné des moyens. Ils se sont donné cette détermination pour que cela en soit ainsi. Et nous pensons que jusqu'aujourd'hui, sans toutefois absolutiser le combat qui est porté par ces États de l'AES, on voit quand même que les fruits sont en train de suivre sur le terrain. On voit quand même que ces trois États sont en train de tenir, j'ai envie de dire, sont en train de réussir leur révolution, leur rupture contre le colonialisme et contre, n'est-ce pas, l'impérialisme. Donc, en privilégiant la voie du partenariat, la voie du dialogue, qui vise, il faut le dire, parce que lorsque vous lisez ce communiqué-là, il y a l'intention d'une sorte de réconfiguration de partenariat militaire entre le Sénégal et la France. Il n'est pas question d'une rupture totale. Donc, en réalité, la France a toujours brillé par ce genre de scénario. Et lorsqu'elle est en difficulté, elle privilégie généralement ce que j'appelle souvent des réformes superficielles, superflues et superfétatoires qui visent à consolider un système qui était en danger jusque-là. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que lorsque vous vous rappelez de l'histoire même du continent africain et même du processus des indépendances du continent africain, c'est comme ça que ça s'est passé. En 1960, alors que ces États occidentaux étaient face à la pression des États africains face à leur processus de libération, ces États occidentaux ont utilisé des stratégies, n'est-ce pas, de camouflage, ont octroyé des indépendances factices aux États africains et ont consolidé un système qui est le néocolonialisme et qui les tient jusqu'aujourd'hui. Donc, pour sortir de là, nous pensons que les États africains aujourd'hui doivent se donner les moyens, le courage, la volonté de faire ce que j'appelle la rupture maximaliste, de rompre avec ses ennemis, ses adversaires, parce qu'il faut dire que les États comme la France, les États occidentaux en général qui ont colonisé les États africains ne sont pas les amis du continent africain. Ce sont des ennemis, des adversaires du continent africain et il faut les considérer comme tels pour se libérer. Et pour se libérer aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des accords, de signer des accords comme dans le passé. Parce que ce sont ces accords qui nous ont tenus jusqu'aujourd'hui. On doit privilégier des paradigmes nouveaux qui visent à impulser et à imposer un rapport de force. Parce que ces puissances-là ne comprennent que le rapport de force. Donc, pour sortir, je vais peut-être vous décevoir. Ce communiqué du gouvernement sénégalais en priori était une bonne chose, mais reste à désirer du point de vue de la méthodologie. Cette méthodologie-là est questionnable parce qu'elle frise les velléités, n'est-ce pas, d'hypocrisie, les velléités d'une réconfiguration encore plus forte de la présence française militaire en Afrique. Or, nous sommes pour que l'Afrique ne soit pas le théâtre d'opérationnalisation des bases militaires étrangères. Nous sommes pour que l'Afrique se lève et construise
ce que j'appelle généralement son propre indice de puissance, qui va lui permettre, n'est-ce pas, de se défendre, mais aussi et surtout d'attaquer l'ennemi lorsque ses intérêts seraient menacés sur la scène internationale. Donc voilà le chemin que nous devons aujourd'hui privilégier et que nous devons mettre à la disposition des leaders africains qui veulent véritablement lutter pour le combat panafricaniste. On ne doit plus jouer avec le panafricanisme aujourd'hui, parce que vous savez que dans ce combat, il y a ceux qui sont sincères et il y a ceux qui sont là comme des pions qui surfent sur cet élément du panafricanisme lorsque leurs intérêts sont mis en danger. Or, il faut avoir la conviction que c'est le panafricanisme qui va libérer le continent africain. Et lorsque vous avez cette conviction-là, vous vous engagez à fond, volontairement, et ça porte les fruits. C'est ce que les États de l'art sont en train de nous démontrer. Mais malheureusement, nous avons encore certains acteurs qui expriment des réticences à comprendre ce combat, ou du moins à le rejoindre. Dr Sango, une question notamment sur l'attitude adoptée par le Sénégal. Vous avez eu à évoquer le côté qui était messianique au départ, de penser que les deux leaders du Sénégal devaient venir presque parachever tout, la façon avec laquelle ils étaient tellement engagés, et que par la suite on a été quelques fois soit déçus, soit peut-être surpris de la manière d'agir. Pensez-vous qu'aujourd'hui il s'agisse là d'une malice française, toujours pour garder la même mise, ou tout simplement ce sont ces dirigeants qui voulant peut-être prioriser une question d'intérêt, parce qu'il y a aussi le fait que quand on est un chef d'État ou un leader, on pense à comment grappiller quelque chose de l'autre côté. Est-ce qu'il ne peut pas avoir cet aspect-là de leur côté aussi, de se dire que on ne voudrait pas aller de cette manière-là, mais nous voulons également voir s'il est bénéfique que nous puissions avoir quelque chose qui peut être profitable à notre personne. Et surtout aussi, je me souviens très bien, je crois que je ne me trompe pas, que le président Bassirou Diomaye Faye avait évoqué, notamment dans la forme de rupture, de revoir, mais pas totalement, et que là où il sentait qu'il pouvait avoir quelque chose qui pouvait être bénéfique au peuple sénégalais, il allait bien sûr, mais sous une autre forme. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une forme qui est profitable au Sénégal? Est-ce que c'est toujours forcément la malice, la main française qui arrive à pouvoir transformer toutes les choses? Je pense qu'il sera difficile pour le Sénégal de promouvoir ou de capitaliser un certain intérêt en recourant, n'est-ce pas, à cette méthode-là. Pourquoi? Parce que c'est une méthode que la majorité des États africains ont toujours expérimenté dans le processus, n'est-ce pas, de leur partenariat avec cette France-là. Permettez que je puisse davantage ajouter un élément qui va vous amener à un développement. Dans ce cas, Dr Sango, qui est au-dessus, qui tient la baguette? Est-ce que si on part du principe de cette nouvelle forme de partenariat qui voudrait se dessiner, et sur les faits que vous venez d'évoquer, les pays africains qui sont en tendance à fonctionner de cette manière en expérimentant ce genre de partenariat, est-ce que c'est du 50-50 ou bien c'est toujours la France qui détient les clés pour diriger? Oui, dans la situation sénégalaise aujourd'hui, malheureusement, il faut dire que la France a encore cette influence grandissante. J'ai envie de dire que cette France-là est en train de manœuvrer pour que le Sénégal ne rejoigne pas la dynamique, n'est-ce pas, impulsée par les États du Sahel. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la France, parce que vous savez que l'influence française, non seulement dans son précaré, qu'elle a considéré historiquement à tort que c'était son territoire, n'est-ce pas, d'influence, cette influence-là a sombré dans une sorte de dégénérescence. Partout où la France a été influente jadis dans le passé, vous convenez avec moi que sur le plan des rapports de force aujourd'hui, cette influence-là est passée de l'enchantement pour le désenchantement. Face donc à cette situation, et là nous sommes en stratégie et nous pourrons comprendre que ce sont de très bonnes guerres, la France est donc en train de travailler pour trouver des stratégies, n'est-ce pas, de repositionnement, des stratégies, n'est-ce pas, qui lui permettraient de ne pas perdre définitivement l'Afrique, ou du moins des stratégies qui
pourrait lui permettre, n'est-ce pas, de revenir avec force à travers ce que le sociologue Daubry appelle généralement la mise en œuvre des mécanismes institutionnels de la dernière heure. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un combat, vous êtes dans un système, n'est-ce pas, de lutte, parfois il arrive que vous mettez l'adversaire, n'est-ce pas, à KO, c'est-à-dire dans une situation, n'est-ce pas, de défaite. Mais tant que l'adversaire n'est pas encore décédé, tant qu'il n'a pas encore tiré son dernier souffle, il peut revenir à tout moment, n'est-ce pas, à travers n'importe quelle stratégie qu'il pourrait implémenter. Donc la France est dans cette situation aujourd'hui, où face à certains États africains, elle est presque sur la voie de sortie. Mais elle est en train d'user cette stratégie de Daubry, du sociologue Daubry, pour essayer de revenir. Et essayer de revenir consiste donc pour elle de renforcer sa présence là où elle est encore présente, mais aussi et surtout de surfer dans d'autres zones qui étaient considérées jusque-là comme étant des zones des autres puissances. Vous voyez aujourd'hui que la France n'est plus, ou alors une fois qu'elle a été chassée de son prix carré français, elle est maintenant présente partout, tout à fait. Même dans les pays, n'est-ce pas, anglophones, le Nigeria, le Ghana, la Zambie, la France. Et elle annonce même la tenue du prochain sommet Afrique au Kenya. Tout à fait. Donc, c'est des actions de repositionnement que les Africains devraient lire avec des moyens et d'attentionnisme. Et le Sénégal, en réalité, malheureusement, est encore cette entité, n'est-ce pas, qui se livre encore au jeu de la manipulation française. Parce que je vous ai dit, lorsque vous faites l'historiographie politique du Sénégal, vous allez convenir avec moi que c'est un pays qui a toujours fonctionné ainsi. Que ce soit, n'est-ce pas, Léopold Sédar Senghor, le premier président de ce pays, encore moins tous ceux qui sont succédés à ce premier leader sénégalais, tous ont toujours été, n'est-ce pas, émaillés par cette philosophie de l'influence française au Sénégal. La preuve, lorsque chacun de ces présidents quitte le pouvoir, vous n'avez qu'à voir la destination. Léopold Sédar Senghor, il a, n'est-ce pas, ici joué un rôle dans l'Académie française. Lorsque vous prenez Abdou Diouf, il réside en France. Il réside en France. Il a mis au niveau de l'OIF, etc. Lorsque vous prenez Abdoulaye Wade, il a non seulement épousé une Française, mais il a la destination de la France aujourd'hui. Même chose pour Macky Sall. Et vous voyez que Sonko et Diomaye Faye ont de la peine, n'est-ce pas, à prendre de la distance à cela. Donc en réalité, le Sénégal est un pays qui aujourd'hui est victime de ce poids historique qui a fait en sorte que elle soit pensée comme étant, entre guillemets, la sous-préfecture de la France. Donc la France ne serait pas prête aujourd'hui à accepter que le Sénégal sorte de cette dynamique-là. C'est pourquoi elle est en train d'œuvrer pour que la coopération, le partenariat se fasse dans le sens non pas de ce que les États de l'AES ont fait, mais dans le sens, n'est-ce pas, de la conciliation, de la réconfiguration, dans le sens du dialogue. En quelque sorte, ce que nous sommes en train de vivre entre la France et le Sénégal, c'est un schéma d'un oppressé qui joue avec son oppresseur. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que lorsque vous voyez la relation entre la France et le Sénégal, du point de vue comparatif des intérêts, c'est la France qui en capitalise. On ne peut pas discuter là-dessus. Et vous ne pouvez donc pas être dans cette situation-là où vous avez été colonisé, esclavagisé, où vos matières premières sont spoliées par cette puissance-là et penser que vous pouvez encore collaborer avec cette personne-là. Sauf si le Sénégal ne veut pas expérimenter les rouages de la souveraineté. Mais nous disons que le combat de l'Afrique n'est pas un combat réductionniste à un État X ou un État Y. C'est un combat qui se veut global. Parce que lorsque ces colons-là détruisaient l'Afrique, ils n'ont pas privilégié un pays au détriment de l'autre. Ils ont détruit l'Afrique de manière globale. Et nous pensons que ce n'est que de manière globale
que l'Afrique se relèvera. C'est pourquoi ce qui se passe au Sénégal mérite d'être dénoncé par n'importe quel panafricaniste. Ce que Sonko et Diomaye sont en train de faire n'est pas à l'honneur de l'Afrique. Il faut le dénoncer pour sortir, par des moyens d'élimination systématique. Oui, peut-être pour sortir de ce sujet, pensez-vous donc, docteur Sango, vous avez dit ils ont du mal à se détacher de la France. Pensez-vous qu'au fond, ils ont les moyens, peut-être à travers leur engagement, mais que ce sont les institutions et le poids historique qui ne leur permettent pas de se détacher de la France? Je ne voudrais pas rentrer dans une forme de polémique entre Diomaye Faye et Sonko, mais l'un ou l'autre semble être un peu plus proche à travers un certain nombre de choses. L'autre semble être aussi un peu proche du côté de l'AES, mais il faudrait bien sûr réussir à consolider cela. Je ne voudrais pas rentrer dans cette question de politique, mais je voudrais que nous restions. Est-ce que vous pensez que dans leur engagement, ils veulent bien se défaire de la France, mais le poids historique, et les institutions telles que configurées dans leur manière ne permettent pas, pour le moment, du moins du temps où nous en sommes, de pouvoir se détacher de la France? Écoutez, il n'y a rien qui puisse être convoqué aujourd'hui pour expliquer l'incapacité du continent africain à se libérer du colon. Le continent africain a tous les moyens aujourd'hui pour se libérer du colon, de son adversaire et de son ennemi. Au Sénégal, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, nous avons le peuple, la population qui est pour que la France libère le continent africain, qui est pour que le Sénégal redevienne entre les mains des Sénégalais. La preuve, lorsque vous revivez, n'est-ce pas, les périodes de campagne, c'est sur ces éléments du panafricanisme que les leaders ont surfé et qui les ont permis de gagner. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ça prouve que le peuple est pour que vous vous libérez. Et lorsque le peuple est avec vous, vous avez la plus grande arme. Ok? Vous avez la plus grande arme. Nous voyons que c'est ce peuple-là qui permet à ce que les États de l'AES tiennent sur le terrain. Il y a une sorte d'osmose entre ces leaders et le peuple. Donc moi je pense que les pesanteurs historiques qu'on a longtemps convoqués, tels que les accords lyonnais, les accords ceci, les accords cela, ne sont que des épiphénomènes qui n'ont pas lieu de citer aujourd'hui en Afrique lorsque nous parlons de la libération du continent africain. Nous sommes dans un contexte qui voudrait aujourd'hui que l'Afrique prenne en main son destin. Pourquoi? Parce que il y a deux éléments importants qu'il faut mettre sur la table. Le premier élément, c'est l'éveil du peuple. Et vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, dans n'importe quel pays africain, le peuple est éclairé. Le peuple est informé des grands enjeux géopolitiques. Le peuple n'est plus le peuple de 1960 qui était un peuple ténébreux. Le deuxième élément, c'est lequel? C'est la reconfiguration, n'est-ce pas, des plaques tectoniques au niveau international. On voit qu'au niveau international, quand même, ces colons qui étaient historiquement les plus forts au niveau international et qui implémentaient des coups d'État, des révolutions à l'intérieur des pays africains, ne sont plus dans ce monopole de puissance. On voit que sur le plan international aujourd'hui, il y a une sorte d'équilibre de la terreur, voire même de surpassement de ces ex-puissants d'hier. Les pays occidentaux sont confrontés aujourd'hui à une sorte de rivalité. Lorsque vous voyez les BRICS, lorsque vous voyez le jeu que les puissances telles que la Chine, les puissances telles que la Russie sont en train de jouer aujourd'hui et qui consiste à définir un monde non plus unipolaire mais multipolaire, c'est des éléments qui plaident aujourd'hui pour le continent africain. S'il n'y avait pas une telle reconfiguration, au Burkina Faso, au Mali comme au Niger, c'est qu'il y a longtemps qu'il y a eu coup d'État de ce côté-là. Coup d'État, pourquoi? Parce que ces pays occidentaux n'auraient pas accepté que ces leaders-là prennent cette dynamique-là. Ils auraient donc implémenté leur coup d'État à partir des dynamiques, n'est-ce pas, étrangères pour torpiller ces leaders et les faire remplacer par des leaders
docile. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, c'est justement parce qu'ils n'ont plus ces capacités, ils n'ont plus ce monopole, ou du moins, ils sont aujourd'hui confrontés à l'équilibre de la terreur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avant de frapper, ils réalisent qu'ils risquent d'être frappés 2 fois plus. Voilà donc, merci à vous, docteur Sango, pour ces éclairages sur cette thématique, du moins qui nous a servi de sujet d'accueil selon notre configuration, afin de mieux porter le regard sur cette communication conjointe entre Paris et Dakar sur le départ des troupes françaises. Je disais, on en sait un peu plus d'ici fin 2025. Les militaires français doivent quitter le Sénégal, du moins les bases. Cependant, il faudra revoir un nouveau partenariat de sécurité et de défense entre les deux États. Nous parlons maintenant de l'Union africaine et de son 38e sommet qui s'est donc ouvert depuis le 12 février du côté d'Addis Abeba en Éthiopie, en attendant bien sûr le sommet des chefs d'État qui va se dérouler donc ce week-end. Il y a au menu, aux côtés de la thématique centrale, d'autres aspects qui sont notamment les crises régionales qui mettent à mal le continent africain, du côté de la Somalie, du Soudan, du côté du Sahel, mais bien plus du côté de la République démocratique du Congo, la crise de l'heure, si on peut l'appeler ainsi, celle qui bat campagne en ce moment. Docteur Sango, quel rôle peut donc jouer l'Union africaine? Peut-être avant de venir vers vous, il faut dire que 30 organisations congolaises, africaines et internationales ont donc soumis une lettre ouverte sur la situation en République démocratique du Congo au chef d'État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est prévue pour le 14 février prochain, c'est-à-dire que notamment la date du vendredi. Mais déjà, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous trouvez cette Union africaine dans ce 38e sommet qui a face à elle des crises, énormes crises que depuis fort longtemps, elle n'avait pas eu à faire face à de tels défis? Le regard que je pose sur l'Union africaine en tant qu'internationaliste, c'est que c'est une institution qui fait de l'éternel recommencement. C'est une institution qui fait le piétinement sur place. C'est une institution qui est dépassée. C'est une institution qui est, sur le plan actuel de la libération du continent africain, beaucoup plus un adjuvant des ennemis, n'est-ce pas, de l'Afrique, qu'un véritable opposant des ennemis du continent africain. L'Union africaine est aujourd'hui une coque, un problème pour la libération du continent africain. Et c'est pour cela que je ris lorsque je vois encore certains individus, certains leaders, certaines personnes compter sur cette Union africaine pour régler les problèmes qui sévissent à l'intérieur de nos États. Parce que l'Union africaine fait même partie des problèmes, des acteurs qui permettent à ce que ces problèmes-là se maintiennent et prolifèrent à l'intérieur des États africains. Lorsque vous prenez par exemple l'exemple de ces Congolais, de ces organisations congolaises qui ont pris l'initiative de porter sur les tables de l'Union africaine la problématique et la crise congolaise, vous pensez que c'est avec l'espoir de trouver la solution? Historiquement, l'Union africaine a apporté quelle solution face à une crise africaine? C'est sous l'autorité, n'est-ce pas, de l'Union africaine qu'on a assassiné Kadhafi, sous le regard impuissant de l'Union africaine. L'Union africaine n'a même pas réussi à offrir à Kadhafi ne serait-ce que l'exil pour préserver sa vie, même s'il devait perdre le pouvoir. C'est sous l'autorité de l'Union africaine que les États africains ont longtemps subi des processus de coup d'État, de déstabilisation. Les crises, on peut les citer ici à n'en point finir. Donc face à cela, moi je pense que l'Union africaine est considérée aujourd'hui comme la CEDEAO, comme les États, comme ce que les organisations sous-régionales, les États de l'AES ont pensé pour la CEDEAO. Donc, il est question aujourd'hui de faire un retoilettage de toutes ces organisations d'intégration sous-régionale du continent africain
pour les réadapter ou alors définir les nouvelles organisations, cette fois-ci portées par les Africains et orientées vers les combats africains. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On n'a plus besoin des organisations de sous-traitance parce que l'Union africaine est une sous-traitance de l'Union européenne en Afrique. On va parler là tout à l'heure et on va entrer en profondeur. Lorsque vous voyez par exemple la problématique de la réparation coloniale, puisque je ne sais pas si j'ai fait une fuite en avant. Non, ce n'est pas un sujet qui est évoqué au cours de ce rendez-vous. D'accord. Oui. Ok. Lorsque vous voyez par exemple les ambitions de l'Union africaine face au processus, n'est-ce pas, des crises de certains pays africains, vous vous posez la question de savoir si cette Union africaine est vraiment sincère. Cette Union africaine est impuissante pour plusieurs raisons. La première raison que les téléspectateurs, les Africains, les Africaines doivent comprendre aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas être une institution qui a été construite par les bailleurs de fonds, par les États colons, les États impérialistes. Vous ne pouvez pas être une institution qui est financée à 95% par les États colonialistes et penser que vous allez vous attaquer aux problématiques qui sont implémentées par ces États colonialistes. C'est quand même une aberration de penser ainsi. Voilà le premier problème de l'Union africaine. Voilà la première chose qui met en difficulté l'Union africaine à toucher et à embrasser véritablement les problématiques africaines. D'accord? Donc, pour que l'Union africaine redevienne puissante et efficace, il faut d'abord résoudre ce problème. Il faut d'abord que l'Union africaine se détache, se déconnecte, n'est-ce pas, de cette alliance occidentale, parce qu'elle est prise en otage. Elle est aujourd'hui entre les mains des Occidentaux et c'est les Occidentaux qui orientent les actions de cette institution. C'est pourquoi chaque année, elle va se réunir. Elle va certes mettre sur la table des problématiques qui ont, n'est-ce pas ici, des ambitions de libération, mais jamais elle n'apportera des solutions parce qu'elle est, n'est-ce pas, embrigadée, elle est prise en otage, elle est handicapée par les intérêts des puissances occidentales qui l'utilisent en date comme étant un instrument, n'est-ce pas, de réalisation de leurs intérêts sur le sol africain. Voilà le schéma de l'Union africaine. On pourra également en revenir pour toucher également d'autres pesanteurs sur le plan organisationnel et fonctionnaliste qui font en sorte qu'aujourd'hui, même face à la problématique par exemple congolaise, l'Union africaine ne peut pas apporter une solution. Sur le plan fonctionnaliste, qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui comme élément de fonctionnement de l'Union africaine? C'est quoi? C'est le consensus. C'est-à-dire là-bas, les décisions sont prises par consensus. On est un peu comme si on était à l'Assemblée nationale. Absolument. Or, qu'est-ce qui fait la caractéristique et l'ipséité du continent africain aujourd'hui? Peut-être sur le plan symbolique, cette Union africaine donne, par exemple, l'image que l'Afrique est une Afrique unie. Mais en réalité, sur le plan, n'est-ce pas, opérationnel, concret, l'Afrique reste encore balkanisée. L'Afrique du Nord contre l'Afrique du Sud, l'Afrique chrétienne contre l'Afrique musulmane, l'Afrique de l'Est contre l'Afrique de l'Ouest, ça existe aujourd'hui à l'intérieur de l'Union africaine. Et donc, chaque fois qu'il faut donc prendre une décision à l'intérieur de cette institution, vous voyez que il ne peut jamais avoir unanimité et univocité de ces différents acteurs. Lorsque vous prenez par exemple la problématique de la RDC, vous voyez que la RDC est aujourd'hui en cheval entre deux organisations d'intégration sous-régionale qui ont parfois des ambitions et des intérêts diamétralement dichotomiques. Exactement. La RDC est, n'est-ce pas, membre de la SADC et membre de la CEAC. Et lorsque vous voyez les États qui composent ces différentes institutions, vous allez vous rendre compte qu'il y a des États qui s'opposent sur certains éléments et sur certains dossiers. Donc cette façon de faire ne peut pas aider l'Union africaine à apporter la solution à la problématique de la RDC. C'est pour cela que nous pensons que le problème ou la solution de la crise congolaise aujourd'hui peut venir de partout sauf à l'intérieur de l'Union
africaine. Ce que la RDC doit faire aujourd'hui, et chaque jour, nous proposons des solutions à cette crise-là, c'est d'abord de diversifier son partenariat militaire. La RDC aujourd'hui doit montrer qu'il est indépendant parce que le problème de la RDC, c'est que c'est encore un État néocolonial. Le leader est un leader qui est encore tenu. Vous n'avez qu'à voir ces défractations sur le plan international. Il compte encore sur l'apport de ces États occidentaux qui jouent un mauvais jeu sur les ressources naturelles et les matières premières de la RDC et notamment dans sa région de l'Est. Donc à partir de ce moment, vous ne pouvez pas être un leader et dire que vous voulez résoudre le problème de la RDC, connaître cette situation et continuer encore à collaborer, à compter avec sur ces puissances occidentales pour résoudre le problème de la RDC. Donc ça c'est la première chose à rectifier aujourd'hui parce que lorsqu'un État est en crise, la première chose qu'il faut interroger c'est le leadership. Dis-moi qui est le président d'un tel pays et je te dirai de quel pays il s'agit. D'accord? Il faut interroger le leadership. Il faut d'abord qu'on rectifie, qu'on corrige le problème du leadership à la tête de la RDC. Il faut un leader souverain, un leader c'est-à-dire porté par Lumumbassiste. Lumumbassiste, très bien, merci de l'expression. Il faut un pareil leader. Vous allez quand même vous interroger aujourd'hui, vous comme moi, que c'est quand même une aberration de voir qu'en RDC aujourd'hui, on n'a aucun homme politique qui travaille dans le sens de l'idéologie de Patrice Lumumba. On parle de Patrice Lumumba dans tous les États africains, sauf en RDC. Le nom de Patrice Lumumba est prononcé en Afrique, dans d'autres pays, spécialement au Cameroun, mais jamais en RDC. C'était comme s'il n'était pas congolais. Donc on ne peut pas être dans une telle situation où l'idéologie qui avait pour ambition de libérer la RDC soit enterrée dans les consciences des Congolais. Il faut ressusciter cette idéologie-là et chercher à la porter à la tête de la RDC. Je vous assure qu'aujourd'hui, si à la tête de la RDC, on a un idéologiste lumumbiste, vous allez voir que les choses vont changer. Donc, il faut ce premier problème-là. Diversifier le partenariat militaire. Qu'est-ce qui empêche à Tshisekedi et à diversifier le partenariat militaire de la RDC? À faire appel à la Russie, à la Turquie ou alors à la Chine pour venir, n'est-ce pas, de secourir sur ce problème-là. Qu'est-ce qui empêche Tshisekedi à faire cela? Justement parce qu'il a les mains liées, il n'a pas la volonté de résoudre le problème de la RDC. Le problème de la RDC, c'est quoi? C'est que le problème de la RDC n'a pas une armée. C'est un État vaste, c'est un État continent qui est confronté à un petit État, mais qui, lui, a une armée aussi technique et sophistiquée. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui empêche à Tshisekedi de disposer et de construire l'indice militaire de la RDC? Donc, autant de problèmes. Autre hypothèse ou alors autre esquisse solutionnelle que nous proposons chaque fois, c'est que les États africains ne vont pas s'en sortir seuls, ne pourront jamais s'en sortir seuls. Ça c'est clair. La RDC ne peut pas lutter seule. Si la RDC peut faire certains efforts sur le plan interne, comme je vous ai dit là, en rectifiant le problème de son leadership, il faudrait que sur le plan, n'est-ce pas, du long terme, que la solution vienne sur le plan régional et même sous-régional. Mais à ce niveau, Dr Sango, quand vous le dites sur le plan régional et sous-régional, oui. Vous avez, par exemple, sous-régional, on a parlé de l'EAC, il y a la SADC qui sont diamétralement opposés. Jusqu'ici, c'est la SADC à travers la SAMI DRC qui a eu envoyé les hommes sur le terrain, raison pour laquelle l'Afrique du Sud, la fois dernière, s'était accrochée avec le Rwanda. L'autre côté, vous avez une Union africaine que vous étiez en train de décrier, dont on va encore également évoquer certains aspects. Comment cela peut être fait aujourd'hui? De l'autre côté, on a un président de la République qui est plutôt dans des discours que dans l'action. Il passe tout le temps à trop parler, mais alors un peu tellement trop parler, au point qu'on a envie de se demander qu'est-ce qui ne va pas
concrètement. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pensez clairement que ces esquisses de solutions que vous évoquez peuvent avoir leur droit d'être? Lorsque je parle de la solution régionale et sous-régionale, ce n'est pas en comptant sur ces organisations d'intégration sous-régionale actuelles. Ce n'est pas en comptant sur la CEAC, encore moins sur la SADC. D'accord? Ce n'est pas en comptant sur l'Union africaine. C'est, n'est-ce pas, poser la problématique de telle sorte que la RDC aujourd'hui travaille avec des regroupements qui conçoivent ces organisations d'intégration sous-régionale actuelles comme étant des véritables obstacles au problème de la libération du continent africain. Aujourd'hui, la RDC pourrait véritablement rejoindre les États de l'AES. Qu'est-ce qui empêche à la RDC de travailler avec les États de l'AES alors que les portes de des États de l'AES est ouverte? C'est de ça qu'il est question. Former des regroupements, n'est-ce pas, aussi efficaces. Des regroupements, n'est-ce pas, qui contrastent avec les regroupements actuels. Je vous ai dit d'entrée de jeu, lorsque vous avez mis cette problématique sur la table de l'analyse, je vous ai donné ma position. Je vous ai dit que la solution, ou alors l'un des éléments qu'il faudrait d'abord travailler pour prendre à main la libération du continent africain, c'est d'abord de retoiletter toutes ces organisations d'intégration sous-régionale. Vous avez vu que le point culminant des États de l'AES est parti de leur sortie de la CEDEAO. Parce qu'ils avaient compris que la CEDEAO avait certes des objectifs salvateurs, des objectifs, n'est-ce pas, promoteurs, parce que lorsque vous lisez les statuts de la CEDEAO, vous voyez bel et bien que les objectifs sont bien. Mais la CEDEAO, sur le plan opérationnel, travaillait contre l'Afrique, travaillait contre les ambitions des Africains. La CEDEAO était encore portée par l'influence occidentale. La CEDEAO ne pouvait pas orienter ses actions vers les intérêts du continent africain parce qu'elle avait été emprise. C'est pour cela qu'ils ont claqué cette organisation et en claquant, ils ont créé une nouvelle organisation qui vise à dépasser la CEDEAO et à rectifier les erreurs de la CEDEAO. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Lorsque vous voyez la Confédération des États de l'AES, ce qui est important là-bas, c'est que cette organisation est souveraine, elle s'autofinance, elle n'est pas téléguidée par une puissance X. C'est une organisation qui aujourd'hui, si elle veut poser une action X vers Y, elle va la faire sans toutefois demander le point de vue de qui que ce soit. C'est de ce genre d'organisation dont on a besoin aujourd'hui en Afrique. La CEDEAO, la CEAC, la SADC, tout ça, on doit les retoiletter, on doit les dissoudre et travailler pour des nouvelles organisations de telle sorte que l'Afrique puisse aussi penser son régionalisme et son intégration. Pourquoi? Parce que il ne faut pas perdre de vue le fait que pour se développer aujourd'hui, pour construire l'unité du continent africain aujourd'hui, l'intégration reste un passage obligé. D'accord? C'est un élément important. On ne doit pas penser que c'est une mauvaise chose, c'est important. Mais il faudrait tout simplement que cette intégration-là, ce régionalisme-là, soit pensé par les acteurs africains, pour les intérêts des Africains et par les Africains. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'Union européenne, c'est le régionalisme, c'est l'intégration. L'Union européenne est aujourd'hui la deuxième puissance économique parce qu'en réalité, ils ont su construire, n'est-ce pas, un schéma qui leur fait peser sur le plan international. D'accord? Lorsque vous voyez Schengen aujourd'hui, c'est un poids sur le plan économique. Mais c'est parce qu'en réalité, ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour faire face aux géants américains, pour faire face aux géants chinois. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque vous prenez même les États-Unis, il y a aussi un processus d'intégration aussi renforcé là-bas. D'accord? Lorsque vous prenez par exemple le Mercosur, c'est de ça qu'il est question. C'est pour travailler pour les intérêts de leur population. Sauf qu'en Afrique, il y a eu ce processus d'intégration, mais un processus d'intégration parachuté. Un processus d'intégration, n'est-ce pas, sous-traité, qui n'a pas été pensé par les Africains, mais qui est aujourd'hui utilisé contre les Africains. C'est pourquoi, en tant qu'internationalistes, nous pensons qu'il faut résoudre ce problème et travailler pour des organisations nouvelles
qui vont former des grands regroupements et travailler pour la libération du continent africain. Et je sortirai en disant donc que en RDC aujourd'hui, si on était dans un contexte par exemple de la création des États fédérés du continent africain, la RDC, le Rwanda par exemple, ou bref, tous les États de l'Afrique centrale formeraient par exemple un État fédéral. Est-ce qu'il y aura encore un problème RDC contre Rwanda? Il n'y aura plus la RDC comme pays, il n'y aura plus le Rwanda comme pays. Il y aura un seul État fédéré qui va lutter pour les intérêts de cette sous-région et défendre et combattre les colonisateurs et les impérialistes. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, ce que les États de l'AES sont en train de nous montrer là, c'est très important. Il faut intégrer cela et concevoir cela comme la panacée. D'accord? Parce que moi, je parle aujourd'hui avec absolutisme lorsqu'il s'agit du schéma des États de l'AES. C'est une panacée aujourd'hui pour la libération du continent africain. Il faut concevoir cela ainsi. Parce que c'est la voie sans laquelle l'Afrique resterait encore pendant longtemps dans les ténèbres. Voilà, merci à vous, Dr. Sango, pour ces éclairages. Peut-être avant que nous puissions sortir, il faut rappeler qu'il y a une équipe de For-You Media Africa du côté d'Addis Abeba en Éthiopie pour ce 38e sommet de l'Union africaine. Sike Ndoumbe nous a d'ailleurs proposé l'élément de ce qui se vit, la température du côté donc de Addis Abeba. Avec le concours de la régie, nous allons la suivre. Fait rare dans le cadre de ce 38e sommet de l'Union africaine qui se déroule actuellement du côté d'Addis Abeba en Éthiopie, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement justement des pays africains vont discuter des sujets cruciaux, mais surtout très actuels. Alors, parmi ces sujets, on parle des crimes du colonialisme, alors de la colonisation, et plus précisément des réparations. Lorsqu'on sait que c'est un sujet important, c'est un sujet qui de plus en plus est mis sur la table des discussions auprès des dirigeants africains. Le dernier en date au Cameroun, où le président Paul Biya a reçu ce rapport sur les crimes de la colonisation en Afrique et précisément de la colonisation française au Cameroun, impliquant bien sûr un pays tel que la France. Mais il est vrai également qu'en fin de l'année 2023, précisément c'était en novembre, l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo avait remis ce sujet sur la table, appelant ses homologues à s'y intéresser, à faire d'ailleurs front commun pour réclamer la réparation auprès des pays occidentaux qui ont commis des crimes coloniaux dans les États africains. Alors, autre sujet intéressant également, comme l'on s'y attendait, c'est la situation en République démocratique du Congo, précisément à l'est de la République démocratique du Congo, avec ce conflit qui interpelle également le Rwanda. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'il pourrait y avoir des sanctions contre le Rwanda, mais là encore, cela dépendra des discussions qui vont se tenir entre les différents dirigeants et délégations qui seront présentes dans le cadre de ce sommet. Mais l'autre question également essentielle est celle de savoir est-ce que les deux dirigeants seront présents dans le cadre de ce sommet. Monsieur le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, mais aussi Paul Kagame du Rwanda. Il faudrait déjà qu'il se déplace, mais malgré cela, c'est un sujet qui sera débattu entre les dirigeants, bien sûr, de l'Union africaine. Un autre thème assez important au regard du contexte, au regard des problématiques aujourd'hui, des enjeux géopolitiques, il y aura élection de la commission de l'Union africaine. Il y a des candidats, on parle de 3 en tout cas, celui-là qui devra donc remplacer l'actuel président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Mais autre fait important, c'est celui qui prendra aussi la tête de la plaque tournante de l'institution panafricaine, monsieur João Lourenço, qui
qui devrait donc prendre cette institution, du moins pour un an, dans le cadre de l'Union africaine. Voilà, en tout cas, pour le moment, les sujets clés ou brûlants, même si on sait qu'on parlera aussi des questions de santé dans le continent africain et autres, parce qu'il y aura des rencontres bilatérales entre les différents dirigeants ou encore les différentes délégations ici présentes. Nous sommes sur le terrain, For You Media Africa, toute une équipe pour rendre compte des discussions et des conclusions qui seront prises à l'issue de ce sommet. Siken Doumbé. Voilà, donc merci à Siken Doumbé du côté d'Addis Abeba, aux côtés donc de Paul Yonga, qui assure la technique pour nous permettre d'avoir ces éléments. C'est avec également cet élément, ce reportage donc fait depuis Addis Abeba de Siken Doumbé, que nous mettons un terme à Regard panafricain, édition donc de ce jour. Dr Sango, merci d'avoir apporté vos éclairages, encore une fois de plus, pour permettre à toute la galaxie panafricaniste, comme vous aimez bien souvent l'appeler, de pouvoir être éclairé et être édifié sur notre continent à venir. C'est moi qui vous remercie et je remercie également cette galaxie panafricaniste qui a pris du temps pour écouter nos modestes analyses. Merci à vous, merci à la technique qui a donc été assurée par Kélé de Monde Maître. Nous disons également un clin d'œil au département digital de l'ensemble du réseau For You Media Africa qui sera au contrôle de cette émission dans le cadre, bien sûr, davantage pour plus de diffusion. Mesdames, Messieurs, à nous retrouver prochainement pour une autre édition de Regard panafricain sur l'ensemble du réseau For You Media.